Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un phénomène auquel nous sommes tous confrontés. Et je pense que toi-même, tu as déjà entendu cette question, à savoir, et toi, tu réagirais comment pour parler de situations dites délicates ou face à un danger? Et bien souvent, on croit connaître la réponse alors qu'on est loin de s'imaginer de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, j'ai donc envie de parler avec toi des réactions que nous pouvons avoir dans ces situations et comment travailler dessus. Sur ce, commençons par définir un mécanisme de défense. Alors, quand on parle de réaction comme mécanisme de défense, on pense bien souvent à la théorie du physiologiste américain Walter Cannon qu'il a développée en 1929 et qui est la fameuse Fight, Flight, Freeze. Pour lui, nous avons trois types de réactions immédiates. La fuite, nous ne sommes pas prêts à faire face au danger ou au potentiel danger, donc nous prenons nos jambes à notre cou. La paralysie, nous ne savons plus quoi faire. La fuite et le combat nous paraissent impossibles, alors nous restons statiques. Ou le combat, nous voulons nous protéger ou protéger ce qui nous est cher, donc nous voulons nous battre. Alors là, on va faire un petit peu d'anatomie, mais il faut savoir que l'élément central dans ce genre de situation qui va donc agir chez toi, c'est ton cerveau reptilien. Il faut savoir que le cerveau reptilien, c'est la partie la plus primitive, la plus archaïque qu'il y a dans notre cerveau. Et elle a un rôle majeur dans toutes les situations justement qui vont nous provoquer du stress ou dans lesquelles nous allons être confrontés à un danger. Concrètement, sans le cerveau reptilien, notre espèce n'aurait jamais survécu. Et même si aujourd'hui, donc, bien évidemment, nous sommes exposés à des situations stressantes ou dangereuses autres que celles que nos ancêtres ont rencontrées, ça n'empêche qu'on est toujours confronté à du stress ou à un danger. Donc son rôle majeur, c'est d'assurer ta survie. C'est lui également qui va provoquer la production d'hormones qui vont être utiles, telles le cortisol et l'adrénaline. Alors même si cette théorie est super intéressante, il faut savoir qu'il y a d'autres mécanismes de défense qui sont tout autant des réactions automatiques, des réactions inconscientes, mais qui vont aller un peu plus loin, j'ai envie de dire, dans la profondeur de la psychologie humaine. Et pour ça, bien évidemment, si l'on parle de mécanismes de défense, nous allons parler de psychologie, alors autant prendre la définition proposée par le DSM-4. Donc le DSM, il faut savoir que c'est le Diagnostic and Statistical Manual. Donc c'est un livre de classification américaine pour tout ce qui va être les troubles psychiatriques et les troubles psychologiques. C'est vraiment un livre de référence qui est utilisé dans le milieu de la psychologie. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus développés en termes de recherche, en termes d'études sur les maladies mentales. On utilise aussi souvent, peut-être que vous l'avez déjà vu, voire entendu, la CIM, donc la classification internationale des maladies. Si tu es intéressé pour en apprendre plus sur les maladies mentales, je t'invite sincèrement à aller consulter ces deux livres en ligne et gratuitement. Donc, à en revenir à notre définition des mécanismes de défense, le DSM les décrit comme des processus psychologiques automatiques qui protègent l'individu de l'anxiété ou de la perception de danger ou de facteurs de stress internes ou externes. Donc pour décortiquer un peu cette définition, les mécanismes de défense sont donc des réactions automatiques et inconscientes de la personne face à un élément qui est interne. Donc ça peut être concrètement la pensée que l'on va réussir un concours ou un élément externe. Ça peut être, par exemple, être témoin d'une scène de violence en pleine rue. Et dans les deux exemples que je t'ai donnés, on comprend aussi que les mécanismes de défense peuvent apparaître aussi bien dans une situation imaginée, comme le fait par exemple justement de rater ton examen, de rater ton concours. Il y a aucune preuve qui te montre, qui te prouve que ça va vraiment se faire. C'est juste toi l'idée que tu t'en fais. Ou une situation réelle, comme par exemple une situation de violence en pleine rue. Et si on veut définir le mécanisme de défense de manière encore plus simple,
Et ben, en fait, c'est une réaction que nous avons face à un danger pour nous en protéger ou l'éviter. Je ne vais pas te mentir que mon approche préférée dans la psychologie, c'est la psychanalyse. Donc, pour le petit point historique, il faut savoir que les mécanismes de défense ont été énormément étudiés par Sigmund Freud, donc le père de la psychanalyse, et Anna, sa première fille. Alors, tu vas te demander certainement à quoi ressemble un mécanisme de défense concrètement. Eh bien, il y a tout un panel, mais certains sont plus courants que d'autres. Par exemple, le premier, j'ai envie de dire le grand classique, entre grosses guillemets pour le coup, ça va être le déni, le refoulement. Dans ce cas, on rejette catégoriquement dans la conscience ce que nous avons vécu. Malheureusement, on retrouve beaucoup ce mécanisme de défense dans tout ce qui est en lien avec les maltraitances. Pour nous protéger, on se dit que nous n'avons aucun souvenir de cette période de notre vie, que l'on ne reconnaît pas forcément, par exemple, même la personne qui nous a maltraités quand on était plus jeune. Tu as aussi la projection ou le déplacement. C'est le fait de rejeter sur l'autre ce que nous-mêmes nous ressentons. Typiquement, si par exemple au travail, il y a un nouveau collègue de travail qui vient d'arriver, que toi tu n'apprécies pas forcément, mais que tous tes collègues apprécient, tu vas te dire que ce n'est pas normal. Tu vas te dire que bah, ça te paraît bizarre que tout le monde l'apprécie et pas toi. Et ce qui peut se passer, c'est que dès qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ce collègue, tu vas aller dire à tous tes autres collègues que ce collègue fait en sorte de mettre des bâtons dans tes roues parce que c'est lui qui ne t'apprécie pas, parce qu'il n'aime pas ta manière de travailler, parce qu'il n'aime pas ta personne, etc. Là, typiquement, tu vas être dans la projection du refus que toi tu peux avoir envers ce collègue. En autre mécanisme de défense qui existe et qui est courant, on va avoir la sublimation. C'est le fait de transformer ce qui a été vécu négativement en quelque chose de positif, de plus acceptable pour la conscience. Par exemple, ça peut arriver que suite au décès d'un proche, la personne qui, au lieu de vivre son deuil, se décide presque de changer radicalement de vie et elle ne va donc pas exprimer forcément ses émotions, ses ressentis. Elle va par exemple décider plutôt de se mettre au sport ou à la peinture. Alors oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle exprime ses émotions, ce qu'elle ressent d'une autre manière, qui reste socialement acceptable, mais dans ce cas, elle ne va pas verbaliser. Les mots restent concrètement enfermés dans la personne et ça fait un peu effet cocotte minute. Alors soit cette cocotte minute, avec un peu de chance, elle ne s'ouvre jamais. Si vraiment il y a trop d'émotions qui se sont accumulées, ça peut exploser et ça peut être pire que mieux. Soit, petit à petit, cette cocotte minute finira par s'ouvrir et la personne pourra enfin libérer les mots qu'elle a en elle. Tu peux aussi parfois être confronté à 2 autres mécanismes de défense qui sont assez courants, mais dont on entend un peu moins parler dans la dénomination. Ça va être la rationalisation et l'intellectualisation. La rationalisation, c'est quand une personne va chercher des explications logiques à ce qu'elle n'est pas capable d'expliquer. On retrouve beaucoup ce mécanisme de défense, par exemple, dans les ruptures amoureuses. C'est le genre de situation où l'un des deux se dit que l'autre reviendra forcément vers lui parce qu'il ou elle l'aime, alors qu'il n'en sait strictement rien. Et l'intellectualisation, c'est le fait de décortiquer un événement dans les moindres détails pour chercher à le comprendre, pour l'analyser. Ce sont les fameux moments où l'on mène notre enquête pour savoir ce qui s'est passé, pour chercher les signes avant-coureurs que l'on n'aurait pas su voir avant que l'événement n'arrive. Dans ce cas, on cherche concrètement des réponses à nos questions. Ça peut être le cas quand l'événement est brutal. On cherche absolument à obtenir des réponses parce qu'on a besoin d'explications. On a besoin de savoir pourquoi l'événement a eu lieu. Ce qui pourrait nous alerter sur ce que l'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu éviter, etc.
Donc là, je t'ai donné quelques mécanismes de défense courants et spécifiques, mais la vérité, c'est qu'il faut savoir que, au final, tous nos comportements peuvent être considérés comme des mécanismes de défense. Le fait d'être actif, le fait de faire de l'humour, de chercher absolument un ou une partenaire, de vouloir tout contrôler, d'être addict, etc., etc. En fait, on va considérer un comportement comme étant un mécanisme de défense s'il rejoint la définition que l'on a du DSM. Donc, à savoir que c'est un processus psychologique automatique, c'est une réaction qui protège l'individu de l'anxiété, de la perception de danger ou d'un facteur de stress interne ou externe. En partant donc du principe que tous nos comportements peuvent être des mécanismes de défense, on peut se dire qu'il y a une grande imprévisibilité de nos réactions. Et je pense que de nombreuses fois, tu as entendu ou toi-même tu as pu dire que tu réagirais de telle ou telle manière dans une situation donnée, mais au final, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Je vais faire pas mal de parallèles avec mon podcast sur les émotions, mais le stress causé par un danger imaginé ou réel peut provoquer une multitude de réactions selon plein d'éléments à prendre en considération, selon l'expérience de vie de l'individu, selon le contexte de la situation, selon l'époque donnée, les traits de caractère, etc., etc. Au final, tu ne vis jamais les mêmes situations stressantes, les mêmes situations dangereuses. Et une même situation peut être vécue de manière différente par plusieurs personnes. Donc, c'est la même chose pour les mécanismes de défense. On ne peut concrètement pas savoir quelle sera notre réaction à l'avance. Bien souvent, on répond d'ailleurs à cette question plus pour nous donner un genre ou une image vis-à-vis des autres. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que quand tu te connais un minimum, tu peux plus ou moins anticiper ta réaction, mais tu peux quand même être surpris par la réaction que tu peux avoir. Moi, typiquement, quand on me demande comment je réagis quand j'ai peur, bah, j'ose dire le fait que je ne sais pas. Ça dépend vraiment de la situation. Il y a des fois où je vais avoir peur, mais je vais juste sursauter. Il y a des fois où je vais avoir peur et je vais juste, par exemple, avoir mon rythme cardiaque qui s'accélère et les yeux grands écarquillés. Je vais avoir des réactions de peur où je peux crier, en sachant que le cri n'est pas du tout le même à chaque fois que j'ai peur. Des fois, ça peut être un cri qui est très aigu ou au contraire, ça peut juste être un petit cri, qui est presque à peine inaudible. Enfin, pour le coup, ça dépend vraiment. Je sais juste que, voilà, tel élément peut provoquer chez moi de la peur, mais à l'avance, bah, je ne sais pas comment je vais réagir dans telle ou telle situation. Comme pour les émotions, en fait, on va plus parler de mécanismes de défense adaptés ou inadaptés. Prenons l'exemple où l'un de tes proches a un cancer. Peut-être que suite à cette annonce, tu as commencé à chercher toutes les informations possibles sur cette maladie et que tu souhaites être là de la meilleure des manières pour cette personne. Dans ce cas, ton mécanisme de défense serait alors l'intellectualisation. Et du moment que cela ne t'empêche pas de dormir, de manger correctement, de vivre ta vie et de profiter de ton proche, alors on peut considérer ce mécanisme de défense comme étant adapté. Ou au contraire, tu peux commencer à te dire que toi-même, tu es malade, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, tu penses avoir un cancer, même si tous les examens médicaux que tu as passés ont pu te prouver le contraire. Tu développes une forme d'hypocondrie qui fait que tu nettoies tout le temps. Quand tu invites chez toi des personnes, il faut qu'elles se nettoient tout le temps les mains. C'est quelque chose qui devient vachement intrusif et qui prend vachement de l'ampleur dans ta vie et potentiellement dans celle de tes proches. Et dans ce cas, on va parler d'une sorte de projection inversée. La maladie de l'autre devient ta maladie. Dans ce cas, ce mécanisme de défense dans cette situation donnée peut être considéré comme inadapté parce qu'il vient te gâcher la vie et potentiellement celle de tes proches. Et attention, quand je parle d'adapté ou inadapté, je ne porte
aucun jugement envers les personnes qui peuvent avoir un mécanisme de défense inadapté. On ne contrôle pas, à nouveau, je le dis, je le répète, on ne contrôle pas un mécanisme de défense. On n'a pas du tout devant nous une liste des mécanismes de défense et on va pas se dire: «Ah bah tiens, moi vis-à-vis de cette situation, j'ai envie de réagir de telle manière». Non, c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente, qui se fait de manière automatique. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'on ne peut pas travailler dessus et améliorer notre qualité de vie si le mécanisme de défense commence à nous gâcher la vie. Le premier et le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux travailler sur tes mécanismes de défense, c'est d'avoir un bon accompagnement psychologique avec un professionnel. Et oui, il faudra que tu fasses un travail fastidieux mais ô combien important sur toi-même. Il ne faut pas croire que ce travail sera simple et forcément positif. Faire un travail sur soi, ce n'est pas toujours quelque chose qui est agréable, qui est facile à faire. Au contraire, pour être capable de se dire que ton comportement est une réponse à quelque chose de stressant ou de traumatisant, c'est déjà un travail énorme sur toi. Et franchement, ce n'est pas facile de se dire que pendant toutes ces années, on a fonctionné de cette manière-là par rapport à quelque chose qui n'allait pas et qu'on ne s'en rendait pas compte en fait. Et aussi, il faut savoir que parfois le travail sur soi, bah, ça s'arrête là. Parfois, le travail sur soi, on l'arrête à un moment donné parce que ça devient quelque chose de difficile, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on a besoin d'être accompagné, parce qu'on a peur aussi de changer. Et il y a rien qui nous oblige à poursuivre un travail sur nous-mêmes. Et on va le répéter des fois qu'il y aurait des personnes qui ne l'auraient pas compris, mais les mécanismes de défense, c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente. C'est pour ça qu'un bon accompagnement psychologique avec un professionnel est super important. Parce que toi, tu peux être tenté de vouloir rester dans ta zone de confort, dans ce qui te rassure, ce qui fait du bien, alors que c'est quelque chose qui te gâche la vie. Et c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément le meilleur pour toi. Les mécanismes de défense, en fait, ils ont pour but de te protéger de quelque chose qui est inacceptable pour ta conscience ou que tu es incapable d'expliquer. Et il fait partie de ces éléments où ils se mettent très vite en place, mais ils demandent parfois des années à être déconstruits. Bien souvent, en fait, on comprend que notre comportement est un mécanisme de défense quand justement on commence un suivi psychologique, qu'on fait un travail sur soi-même et que notre comportement commence à gâcher notre vie ou celle de nos proches. Je vais prendre un exemple qui, je pense, va te parler et va parler à énormément de personnes, mais c'est la cigarette. Je pense que tu peux être dans ce cas si tu es fumeur, mais la plupart du temps, une personne qui se met à fumer, c'est à l'adolescence. En fait, à l'adolescence, on a peur du rejet de l'autre, on a peur d'être différent. Et donc, parce qu'on a envie accepté socialement, on va reproduire ce geste-là. Et en fait, la situation stressante, même si on s'en rend pas forcément compte, eh ben, ça peut être justement le rejet de l'autre. Parce que soi-même, on l'a vécu, ou parce qu'on a été témoin de scènes où d'autres adolescents ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Ça, je pense que on l'a tous, cet exemple-là, de ceux qui étaient, entre guillemets, différents des autres et qui ont été rejetés. Et donc, la cigarette va venir jouer son rôle d'intermédiaire social, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment adapté comme expression. Et quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte de l'impact négatif que ça a sur notre santé. C'est bien souvent, plus tard, où on se rend compte de pourquoi on a commencé à fumer. Ou parfois, on s'en rend pas compte. Parfois, c'est l'un de nos proches qui, par exemple, va nous dire: «Écoute, ça fait, plus de 20 ans que tu fumes, ta santé, c'est de pire en pire. Au niveau des poumons, au niveau respiratoire, c'est une catastrophe, faut que tu fasses quelque chose». Et là, on peut parfois avoir le déclic si on est vraiment, par exemple, attaché à nos proches, si c'est quelqu'un qui a une valeur à nos yeux qui va nous le dire, ça peut être le déclic pour aller voir le médecin
qui va nous aider à arrêter de fumer et potentiellement qui va nous renvoyer aussi vers un psychologue. C'est ça, c'est toute cette démarche-là qui peut nous faire prendre conscience de pourquoi on s'est mis à fumer. Et je sais que c'est pas évident, mais bien souvent, les personnes vont être capables de dire: «Bah oui, bah moi j'ai commencé à fumer quand j'étais au collège ou au lycée». Mais elles ne vont pas dire concrètement parce que j'avais peur d'être rejetée. Ça, c'est quelque chose qui se fait plus en thérapie. Et le fait de pouvoir identifier la cause de notre comportement que l'on a adopté comme un mécanisme de défense, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé entre guillemets «à l'époque», le pourquoi du comment et donc de changer notre comportement par la suite. Mais preuve avec la cigarette que c'est quelque chose qui se met très rapidement en place. La personne va très vite se mettre à fumer, mais ça peut demander des années. Je pense que toi-même, tu es peut-être dans ce cas. Ça peut demander des années d'arrêter de fumer, d'arrêter ce comportement qui est nocif pour ta santé. Et aussi, il ne faut pas croire que la bonne volonté sert à elle toute seule à arrêter. Tu peux être conscient, par exemple, que la cigarette est quelque chose qui est néfaste pour ta santé, mais c'est pas pour autant que ça va t'aider à arrêter de fumer. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est déjà super important de prendre en compte le fait que c'est quelque chose qui est dangereux pour ta santé et qu'il faut changer ce comportement-là. Tout simplement, par rapport à cet exemple de la cigarette, on va parler en fait de conditionnement et de déconditionnement. Là, je n'en parlerai pas dans ce podcast-là parce que c'est encore un autre sujet qui est assez conséquent, mais je t'invite en tout cas à aller voir sur internet tout ce qui se rapporte donc au conditionnement et au déconditionnement. C'est une thérapie qui est beaucoup utilisée par les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Tu as certains donc praticiens, certains psychologues qui utilisent cette spécialité. Pour en finir sur le travail sur tes mécanismes de défense, on va reprendre plus ou moins les mêmes éléments que sur le travail des émotions. Tu peux donc sur un carnet, sur un papier, noter plusieurs éléments. L'origine de la situation. Quel est l'élément déclencheur de ton comportement? Tu peux ensuite identifier les pensées et les sentiments que tu as eus, que tu les juges positivement ou négativement. Tu dois noter vraiment tout ce qui t'est venu en tête. Troisième élément donc à noter, ce que tu as fait pour éviter ou diminuer tes émotions. Quelles ont été les actions que tu as mises en place? Quatrième et dernier élément, ça va être les pensées et les ressentis que tu as eus suite aux actions que tu as faites. À nouveau, que tu les juges positives ou négatives. Le but de cet exercice est de pouvoir identifier donc la cause de ton comportement et d'enfin pouvoir verbaliser ce que tu n'as pas pu dire, ce que tu n'as pas pu faire. Et dernière chose super importante à faire, c'est de pouvoir identifier le ou les besoins qui n'ont pas été respectés. Donc pour rappel, les besoins vont être par exemple le besoin d'être entendu et compris. Donc là, ça rejoint un sentiment de considération. Le besoin d'être reconnu pour ce que tu fais. Donc c'est typiquement le sentiment de reconnaissance. Le besoin d'être reconnu pour ce que tu es. Le sentiment de non-jugement. Le besoin d'être en sécurité sur tous les plans, physique, matériel, émotionnel et spirituel. Le besoin d'être touché physiquement. Le besoin d'être choisi qui rejoint le sentiment d'être unique. Et le besoin d'être inclus qui, lui, se rapproche du sentiment d'appartenance. Pour finir ce podcast, j'ai envie de te partager un message honnête et authentique en te disant que même s'il y a des éléments, entre guillemets, qui peuvent te paraître négatifs que je t'ai donnés avant, ne te décourage pas. Parce qu'en soi, il est super important que tu puisses identifier tes mécanismes de défense pour mieux connaître ton fonctionnement, mais aussi celui des autres. Si tu as reconnu l'un de tes proches en écoutant ce podcast, une personne qui est dans ton entourage, tu peux maintenant mieux comprendre pourquoi elle agit ainsi
et de cette manière, tu peux peut-être l'aider et communiquer avec elle de manière plus adaptée. Mais en tout cas, ne l'oblige jamais à changer. Il faut que si un jour elle change, cette motivation, cette pensée vienne d'elle-même. Et si en écoutant ce podcast, tu t'es reconnu directement, alors tu vas pouvoir travailler sur toi-même pour aller de l'avant. Mais sache qu'il n'y a aucune obligation, car nous évoluons tous de manière différente, à notre rythme. Il faut se dire que les événements stressants, traumatisants, dangereux et plus généralement ceux qui sont vécus de manière négative sont un peu à considérer comme des nœuds dans notre parcours de vie. Et ce qui est noué peut se dénouer un jour, mais pas obligatoirement. Ça peut être difficile pour certaines personnes de l'entendre, mais parfois il vaut mieux que certaines choses restent comme elles sont, parce que les changer serait pire que mieux. C'est un peu cette image de une maison qui s'écroule. Si elle se maintient juste à l'aide d'une poutre, et ben même si on a envie de remettre cette poutre droite, la maison risque de s'écrouler. Et ben une personne qui va être fragilisée psychologiquement, c'est la même chose. On va devoir tout consolider avant pour pouvoir remettre cette poutre droite. Alors oui, je sais que c'est difficile aussi de savoir identifier quand est le bon moment pour aider une personne, pour changer soi-même, ou quand tout simplement il faut se laisser du temps. Mais comme j'aime à le dire, du moment que la personne ne met pas sa vie en danger ou celle des autres, eh ben juste on la laisse faire. On lui laisse le temps et l'espace nécessaire. J'espère que ce podcast t'a permis d'en apprendre davantage sur les mécanismes de défense et qu'il t'aidera dans ton travail d'introspection, dans ta communication avec les autres. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je prendrai plaisir à te lire et à te répondre. Prends soin de toi et à bientôt.